Dans cette vidéo de la chaîne Puissants livres oubliés, nous découvrons un ouvrage puissant et souvent négligé, The Conquest of Poverty, écrit par Ellen Wilmans, une figure marquante du mouvement intellectuel de la pensée nouvelle au tournant du XXe siècle. Dans ce livre audacieux, l'autrice défend une idée radicale pour son époque. La pauvreté n'est pas une fatalité imposée par le monde extérieur, mais une condition qui peut être transformée par une révolution intérieure. À travers ses réflexions, elle affirme que les conditions matérielles de l'existence prennent racine dans l'état de la conscience humaine. Son ouvrage promet d'enseigner comment transformer l'esprit, la perception et la conviction intérieure afin de transformer progressivement les circonstances de la vie elle-même. Depuis des siècles, la pauvreté est considérée comme une réalité extérieure imposée par les circonstances. Manque d'argent, manque d'opportunités, inégalité sociale ou hasard de la naissance. Beaucoup de personnes pensent que la pauvreté est simplement une question de conditions économiques ou de chance. Pourtant, une observation attentive de la vie révèle un phénomène troublant. Certaines personnes parviennent à créer de la prospérité, même dans des environnements difficiles, tandis que d'autres restent enfermés dans le manque malgré les opportunités qui se présentent à elles. Cette contradiction apparente conduit à une question essentielle. La pauvreté est-elle uniquement une condition matérielle ou possède-t-elle des racines plus profondes dans l'esprit humain? Dans l'ouvrage The Conquest of Poverty, l'autrice Ellen Wilmans propose une réponse audacieuse et profondément transformative. Selon elle, la pauvreté n'est pas seulement une situation financière ou sociale, elle est aussi un état mental et intérieur. Avant d'apparaître dans les circonstances visibles de la vie, le manque s'installe souvent dans la pensée, dans la perception de soi et dans la manière dont une personne se représente ses propres possibilités. Ainsi, ce que nous appelons pauvreté matérielle peut être le reflet d'une pauvreté psychologique, émotionnelle ou spirituelle, plus ancienne et plus profonde. Cette idée peut sembler dérangeante au premier abord, car elle remet en question la croyance selon laquelle l'individu est entièrement victime des circonstances. Pourtant, elle ouvre également une porte immense. Si la pauvreté possède une dimension intérieure, alors elle peut être transformée à partir de l'intérieur. Ce livre propose précisément cette révolution de perspective. Il affirme que la richesse véritable ne commence pas dans les banques, les entreprises ou les marchés, mais dans l'esprit humain. La manière dont une personne pense, imagine et ressent sa propre valeur influence progressivement les conditions de sa vie. Selon cette vision, la prospérité n'est pas seulement une accumulation de biens matériels, elle est le résultat d'une transformation de la conscience. Lorsque l'individu commence à se percevoir comme capable, créatif et digne d'abondance, il modifie progressivement ses actions, ses décisions et son rapport au monde. Ce changement intérieur agit comme une force invisible qui attire de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouvelles possibilités. L'objectif de cette introduction est donc de préparer l'esprit à comprendre une idée centrale. La pauvreté n'est pas une prison définitive. Elle peut être vaincue lorsque l'on comprend les lois mentales et morales qui gouvernent la vie humaine. En apprenant à transformer sa pensée, à corriger ses croyances limitantes et à développer une vision plus élevée de soi-même, l'individu commence à déplacer les fondations invisibles de son existence. Et lorsque ces fondations changent, les circonstances extérieures finissent, tôt ou tard, par se transformer également. Leçon 1. La pauvreté comme condition mentale. La pauvreté est souvent observée comme un phénomène extérieur. Elle se manifeste dans le manque d'argent, dans l'insécurité matérielle, dans l'absence d'opportunités visibles et dans les difficultés quotidiennes qui limitent la liberté d'action d'un individu. Beaucoup de personnes regardent ces réalités et concluent immédiatement que la pauvreté est causée uniquement par les circonstances extérieures, l'économie, la société,
la chance ou la naissance. Pourtant, cette vision, bien que partiellement vraie, reste incomplète. Avant de se manifester dans la réalité matérielle, la pauvreté commence souvent dans la pensée. Elle prend racine dans des croyances invisibles, dans des habitudes mentales et dans des perceptions profondément ancrées sur ce que l'on croit possible ou impossible pour soi. L'esprit humain agit comme une matrice de création. Ce que l'individu pense de lui-même, de la vie et de ses possibilités influence directement ses décisions, ses actions et ses réactions face aux événements. Lorsque la pensée est dominée par l'idée du manque, par la conviction que les ressources sont limitées ou que la réussite appartient seulement à une minorité privilégiée, cette perception devient progressivement une réalité vécue. Non pas parce que l'univers conspire contre l'individu, mais parce que l'esprit agit comme un filtre qui sélectionne, interprète et amplifie certaines expériences. La personne qui vit dans la peur constante du manque adopte souvent, sans s'en rendre compte, des comportements qui renforcent cette peur. Elle hésite à saisir certaines opportunités, doute de sa capacité à réussir, se compare constamment aux autres et se convainc que les circonstances sont contre elle. Cette accumulation de pensées crée une atmosphère intérieure lourde et restrictive. Dans cet état mental, même lorsque des possibilités apparaissent, elles sont souvent ignorées ou rejetées, car l'esprit est déjà programmé pour s'attendre à l'échec ou à la difficulté. Les croyances limitantes jouent un rôle déterminant dans ce processus. Une croyance limitante est une idée profondément ancrée qui agit comme une règle invisible dans la vie d'une personne. Par exemple, quelqu'un peut croire que la richesse est réservée à certaines familles, que l'argent est difficile à obtenir honnêtement ou que réussir exige des sacrifices impossibles. Ces croyances ne sont pas toujours conscientes. Elles peuvent être héritées de l'environnement familial, de l'éducation ou de l'expérience collective d'une communauté. Pourtant, même lorsqu'elles ne sont jamais examinées, elles influencent silencieusement chaque décision. Lorsqu'un individu croit inconsciemment que la réussite est inaccessible, il agit de manière prudente, limitée et souvent défensive. Il évite les risques constructifs, doute de sa valeur et minimise ses propres talents. Cette attitude mentale agit comme une barrière invisible qui empêche l'expansion naturelle de sa vie. Ce phénomène explique pourquoi deux personnes placées dans des conditions similaires peuvent obtenir des résultats radicalement différents. La différence ne réside pas uniquement dans les circonstances extérieures, mais dans la structure mentale intérieure qui guide leurs actions. La peur du manque est l'une des forces les plus puissantes qui entretiennent la pauvreté. Cette peur agit comme une énergie constante qui influence la manière dont une personne perçoit le monde. Lorsqu'un individu vit dans la crainte permanente de perdre ce qu'il possède ou de ne jamais avoir assez, son esprit devient obsédé par la survie plutôt que par la création. Cette orientation mentale transforme la vie en une série de réactions défensives. L'énergie qui pourrait être utilisée pour imaginer, construire et développer de nouvelles possibilités est consommée par l'anxiété et l'inquiétude. La peur du manque a également une autre conséquence subtile, elle attire des situations qui semblent confirmer cette peur. Une personne qui pense constamment au manque devient extrêmement sensible aux signes de limitation autour d'elle. Elle remarque les obstacles plus rapidement que les opportunités, interprète les difficultés comme des preuves que la vie est injuste et renforce ainsi sa propre vision pessimiste du monde. Ce mécanisme crée un cercle mental dans lequel la pensée et la réalité semblent se confirmer mutuellement. Comprendre que la pauvreté possède une dimension mentale ne signifie pas ignorer les réalités sociales ou économiques. Les conditions extérieures peuvent être difficiles, et certaines personnes commencent leur vie avec moins d'avantages que d'autres. Cependant, reconnaître l'influence de la pensée permet de découvrir une source de pouvoir personnel. Même dans des circonstances difficiles, l'individu conserve la capacité de transformer sa manière de penser, de percevoir et d'agir.
La transformation intérieure devient alors la première étape vers l'abondance. Cette transformation commence par une prise de conscience. Comprendre que les pensées ne sont pas de simples réactions passives, mais des forces actives qui orientent la vie. Lorsque l'individu observe ses propres pensées avec honnêteté, il peut commencer à identifier les croyances qui limitent son expansion. Cette observation est le point de départ d'un changement profond. Remplacer les croyances limitantes ne signifie pas adopter un optimisme naïf ou ignorer les défis de la réalité. Il s'agit plutôt de développer une vision plus large des possibilités humaines. L'individu peut apprendre à considérer les difficultés non comme des preuves d'impuissance, mais comme des situations qui exigent créativité, patience et persévérance. Ce changement de perspective transforme progressivement l'énergie mentale. Lorsque l'esprit cesse de se concentrer exclusivement sur le manque, il devient capable de percevoir des solutions. Les opportunités qui étaient invisibles auparavant commencent à apparaître. Les talents personnels, souvent négligés ou sous-estimés, prennent une nouvelle importance. L'individu découvre qu'il possède des ressources intérieures qui peuvent être développées et utilisées pour améliorer sa situation. Cette transformation mentale influence également les relations avec les autres. Une personne qui se libère de la mentalité de pauvreté commence à interagir avec le monde d'une manière différente. Elle communique avec plus de confiance, exprime ses idées avec plus de clarté et attire souvent des collaborations plus constructives. Les relations deviennent alors des sources d'échange et de croissance, plutôt que des espaces de compétition ou de méfiance. La discipline de la pensée joue un rôle essentiel dans ce processus. Les habitudes mentales ne changent pas instantanément. Les idées de manque et de limitation peuvent être profondément enracinées et revenir régulièrement à la surface. Cependant, chaque fois que l'individu choisit consciemment une pensée plus constructive, il renforce progressivement une nouvelle orientation intérieure. Ce travail intérieur ressemble à la construction d'une nouvelle fondation. Au début, les changements peuvent sembler subtils. Pourtant, avec le temps, la structure mentale devient plus stable, plus confiante et plus orientée vers la création. Cette stabilité intérieure agit comme une base sur laquelle des actions plus audacieuses et plus efficaces peuvent être construites. La transformation de la pensée influence également la manière dont l'individu utilise son temps et son énergie. Une personne dominée par la peur du manque consacre souvent une grande partie de son attention à des préoccupations immédiates et urgentes. En revanche, une personne qui développe une vision plus abondante de la vie commence à penser à long terme. Elle investit son énergie dans l'apprentissage, dans le développement de compétences et dans la création de projets qui peuvent produire des résultats durables. Cette orientation vers la croissance est l'un des signes les plus clairs d'un changement intérieur. L'individu ne se voit plus simplement comme quelqu'un qui doit survivre aux circonstances, mais comme quelqu'un qui peut participer activement à la construction de sa propre vie. Cette nouvelle perception modifie profondément la relation avec l'effort et le travail. Le travail cesse d'être seulement une obligation destinée à éviter le manque. Il devient un moyen d'exprimer ses capacités et de contribuer au monde. Comprendre la pauvreté comme une condition mentale ne signifie donc pas blâmer l'individu pour ses difficultés. Au contraire, cette compréhension lui rend un pouvoir immense, le pouvoir de transformer les racines invisibles de sa réalité. Lorsque la pensée change, les attitudes changent. Lorsque les attitudes changent, les actions changent. Et lorsque les actions changent de manière constante, les circonstances finissent par évoluer. La véritable conquête de la pauvreté commence donc dans le territoire le plus intime de l'existence humaine, l'esprit. C'est là que se forment les images de ce qui est possible. C'est là que se construisent les convictions qui orientent chaque choix. En apprenant à cultiver des pensées plus vastes, plus confiantes et plus créatrices, l'individu commence à libérer une force intérieure
qui transforme progressivement sa vie. La richesse authentique ne naît pas uniquement de l'accumulation de biens matériels. Elle naît d'un esprit qui se reconnaît capable de créer, de s'adapter et de grandir. Lorsque cette reconnaissance devient stable et profonde, la pauvreté cesse d'être une identité permanente. Elle devient simplement une étape transitoire dans le processus de transformation humaine. Leçon 2. La dignité personnelle comme fondation. La pauvreté ne touche pas uniquement les conditions matérielles de la vie. Elle agit souvent plus profondément dans les couches invisibles de l'esprit et de l'identité personnelle. Lorsqu'une personne vit longtemps dans le manque, elle ne perd pas seulement des ressources financières ou des opportunités sociales. Elle peut progressivement perdre quelque chose de beaucoup plus précieux, le respect intérieur qu'elle se porte à elle-même. Cette perte est silencieuse, progressive, presque imperceptible au début, mais ses conséquences sont puissantes. Lorsqu'un individu cesse de croire en sa propre valeur, il commence à accepter des conditions de vie qui ne correspondent pas à sa véritable dignité. La dignité personnelle représente la base invisible sur laquelle se construit toute transformation durable. Sans elle, les efforts pour améliorer la situation extérieure restent fragiles et instables. Une personne peut recevoir de l'aide, obtenir une opportunité ou même accéder temporairement à de meilleures conditions. Mais si l'image intérieure qu'elle possède d'elle-même reste faible ou dévalorisée, elle aura tendance à retourner inconsciemment vers des situations qui confirment cette perception. L'esprit humain cherche toujours la cohérence entre ce qu'il croit être et ce qu'il vit. La pauvreté a souvent pour effet de faire naître un sentiment d'infériorité. L'individu commence à se comparer constamment aux autres et à se sentir moins capable, moins digne, moins important. Cette comparaison permanente crée une atmosphère mentale lourde, où la personne se voit comme quelqu'un qui doit se contenter de peu. Elle accepte des injustices, des conditions humiliantes ou des relations déséquilibrées, non pas parce qu'elle le souhaite, mais parce qu'elle ne se croit plus digne de mieux. Lorsque l'estime de soi est affaiblie, l'esprit devient particulièrement sensible aux jugements extérieurs. Les paroles des autres prennent une importance excessive. Une critique, une remarque ou même un simple regard peut être interprété comme une confirmation de sa propre faiblesse. Dans cet état d'esprit, la personne cherche constamment la validation extérieure, mais cette validation ne suffit jamais à combler le vide intérieur. La véritable restauration doit venir de l'intérieur. Retrouver la dignité personnelle signifie reconstruire une relation saine avec soi-même. Cela commence par une reconnaissance simple mais profonde. Chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de sa richesse, de son statut social ou de son passé. Cette valeur n'est pas accordée par la société. Elle fait partie de la nature même de l'existence humaine. Lorsque l'individu comprend cela, il commence à se regarder avec un regard différent. Cette transformation intérieure exige un changement dans la manière dont on parle à soi-même. Les pensées intérieures agissent comme une voix constante qui influence la perception de la réalité. Une personne qui a vécu longtemps dans la pauvreté peut développer un dialogue intérieur rempli de critiques, de reproches et de découragement. Elle se rappelle constamment ses erreurs passées, ses échecs ou les moments où elle a été rejetée. Ce type de pensée agit comme une force qui maintient l'esprit dans un état de faiblesse. Rebâtir la dignité personnelle implique de transformer ce dialogue intérieur. L'individu doit apprendre à reconnaître ses propres qualités, même si elles semblent modestes au départ. Chaque talent, chaque compétence, chaque capacité à apprendre ou à persévérer constitue une preuve de valeur. En observant ces qualités avec honnêteté, la personne commence à redécouvrir une image plus équilibrée d'elle-même. Le respect de soi se manifeste également dans les actions quotidiennes. Une personne qui se respecte profondément agit différemment dans les détails de la vie. Elle prend soin de son apparence, de son environnement et de ses engagements.
Ces gestes ne sont pas de simples habitudes superficielles, ils sont des expressions concrètes d'une attitude intérieure. Lorsque quelqu'un considère sa propre vie comme précieuse, il cherche naturellement à l'organiser avec plus d'attention et de discipline. La dignité personnelle influence aussi la manière dont on accepte ou refuse certaines situations. Une personne qui possède un fort respect d'elle-même ne tolère pas facilement les relations humiliantes ou les environnements qui détruisent sa confiance. Elle apprend à établir des limites claires. Cela ne signifie pas qu'elle devient arrogante ou distante. Au contraire, le véritable respect de soi permet d'interagir avec les autres avec plus de calme et de stabilité. L'une des conséquences les plus importantes de la dignité intérieure est la transformation de l'attitude face aux opportunités. Une personne qui se voit comme quelqu'un de digne et capable est plus ouverte aux possibilités d'amélioration. Elle ose apprendre de nouvelles compétences, entreprendre des projets ou proposer ses idées. Même lorsqu'elle rencontre des obstacles, elle ne les interprète pas comme une preuve d'infériorité, mais comme des défis normaux dans un processus de croissance. Cette attitude crée un effet puissant dans la manière dont les autres perçoivent l'individu. Le respect que nous nous portons influence la façon dont nous sommes traités par notre environnement. Une personne qui se respecte profondément dégage une forme de stabilité et de confiance qui inspire naturellement les autres. Sans chercher à impressionner ou à dominer, elle attire souvent plus de considération et de coopération. Il est important de comprendre que la dignité personnelle ne dépend pas de la perfection. Aucun être humain n'est exempt d'erreurs ou de faiblesses. Le respect de soi ne consiste pas à nier ses imperfections, mais à reconnaître qu'elles ne définissent pas la valeur fondamentale d'une personne. Au contraire, la capacité à apprendre de ses erreurs et à continuer d'avancer constitue une preuve de force intérieure. La restauration de la dignité personnelle peut demander du temps, surtout lorsque les expériences passées ont profondément marqué l'esprit. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où elles ont constamment entendu qu'elles étaient incapables ou insignifiantes. Ces messages peuvent rester gravés dans la mémoire pendant des années. Pourtant, même ces impressions profondes peuvent être transformées lorsque l'individu décide consciemment de développer une nouvelle vision de lui-même. Chaque petit acte de respect de soi contribue à cette transformation. Lorsque quelqu'un décide de se comporter avec plus de discipline, de parler avec plus de confiance ou de poursuivre un objectif malgré les difficultés, il renforce progressivement une nouvelle identité intérieure. Cette identité devient une force qui soutient les efforts pour améliorer les conditions de vie. La dignité personnelle agit également comme une protection contre le découragement. Les périodes de difficulté font partie de toute existence humaine. Cependant, une personne qui possède une forte estime d'elle-même ne laisse pas ces périodes définir son avenir. Elle peut traverser les épreuves avec plus de patience et de détermination, car elle conserve la conviction que sa valeur ne dépend pas des circonstances temporaires. Lorsque la dignité intérieure devient solide, la relation avec l'argent et le travail change également. L'individu ne cherche plus simplement à gagner de l'argent pour échapper à la pauvreté. Il cherche à exprimer ses capacités et à contribuer de manière utile. Cette approche transforme le travail en une activité constructive plutôt qu'en une simple lutte pour survivre. Ce changement attire souvent des conditions plus favorables. Les personnes qui se respectent profondément prennent généralement de meilleures décisions, développent des compétences plus solides et construisent des relations plus équilibrées. Ces éléments créent progressivement un environnement propice à la prospérité. La richesse matérielle devient alors le résultat naturel d'une structure intérieure saine. La dignité personnelle ne doit jamais être confondue avec l'orgueil ou la prétention. L'orgueil cherche à se comparer constamment aux autres pour se sentir supérieur. La dignité véritable, au contraire, repose sur une reconnaissance calme de sa propre valeur, sans besoin de domination.
Une personne digne peut apprécier le succès des autres tout en poursuivant son propre développement. Lorsque cette attitude devient stable, l'individu cesse de se voir comme une victime des circonstances. Il commence à se considérer comme un participant actif dans la construction de sa vie. Cette transformation de perspective est l'une des clés les plus puissantes pour sortir de la pauvreté durablement. Celui qui se respecte profondément attire souvent des conditions plus élevées parce qu'il agit en accord avec cette image intérieure. Il choisit des environnements qui encouragent à la croissance, il développe des compétences utiles et il entretient des relations basées sur le respect mutuel. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, cette orientation intérieure crée une direction claire vers l'amélioration. La dignité personnelle devient ainsi une fondation solide sur laquelle toute transformation extérieure peut être construite. Sans elle, les efforts restent fragiles. Avec elle, chaque action, chaque décision et chaque relation contribuent progressivement à l'élévation de la vie. Lorsque l'esprit reconnaît sa propre valeur et agit en accord avec cette reconnaissance, la pauvreté cesse d'être une identité permanente et devient simplement une étape temporaire sur le chemin de l'évolution humaine. Leçon 3. La pensée créatrice. La pensée est l'une des forces les plus puissantes qui existent dans la vie humaine. Bien qu'elle soit invisible et silencieuse, elle agit constamment sur la manière dont les individus perçoivent le monde, prennent des décisions et construisent leurs conditions d'existence. Beaucoup de personnes considèrent leurs pensées comme de simples réactions aux circonstances extérieures. Pourtant, la réalité est souvent l'inverse. Les pensées ne sont pas seulement des réponses aux événements. Elles deviennent progressivement des forces qui façonnent les événements eux-mêmes. Celui qui comprend ce principe découvre qu'il possède un pouvoir intérieur capable d'influencer profondément la direction de sa vie. La pauvreté et la prospérité ne commencent pas uniquement dans les conditions matérielles. Elles prennent racine dans la manière dont l'esprit interprète les possibilités et les limites. Lorsqu'une personne pense constamment en termes de manque, de difficultés ou d'impossibilités, son esprit se ferme progressivement aux opportunités qui pourraient améliorer sa situation. Cette fermeture ne se produit pas consciemment. Elle agit de manière subtile, influençant les décisions, les choix et même les comportements quotidiens. Une pensée dominée par la limitation produit des actions prudentes, hésitantes et parfois résignées. L'individu évite les risques, renonce rapidement aux projets ambitieux et s'adapte à des conditions qui ne correspondent pas à son potentiel réel. Dans ce cas, la pensée agit comme une force de restriction. Elle crée une sorte de barrière invisible qui empêche l'individu de percevoir les possibilités qui existent autour de lui. À l'inverse, une pensée orientée vers la possibilité ouvre l'esprit à une réalité différente. Lorsque quelqu'un commence à considérer les défis comme des occasions d'apprentissage plutôt que comme des obstacles insurmontables, son attitude change profondément. Cette transformation mentale influence immédiatement la manière dont il agit. Les décisions deviennent plus audacieuses, les efforts plus constants, et l'attention se dirige naturellement vers les occasions de progrès. La pensée créatrice ne consiste pas à ignorer les difficultés de la vie. Elle ne consiste pas non plus à adopter un optimisme naïf qui refuse de voir les problèmes réels. Au contraire, elle implique une compréhension lucide des circonstances tout en maintenant une orientation mentale tournée vers les solutions. L'esprit cesse de se concentrer exclusivement sur les obstacles et commence à explorer les chemins qui permettent de les dépasser. Ce changement d'orientation mentale modifie progressivement la perception du monde. Les mêmes situations qui semblaient autrefois bloquées commencent à révéler des ouvertures inattendues. Une conversation peut devenir une opportunité d'apprentissage. Une difficulté financière peut encourager l'acquisition de nouvelles compétences. Une erreur peut se transformer en expérience utile pour éviter des problèmes plus graves à l'avenir.
La pensée agit comme un filtre qui sélectionne les informations auxquelles l'esprit accorde de l'importance. Si ce filtre est dominé par la peur ou la résignation, il mettra en évidence tout ce qui confirme l'idée que le succès est inaccessible. Si ce filtre est orienté vers la croissance, il révélera progressivement les éléments qui permettent d'avancer. Cette influence de la pensée ne doit pas être interprétée comme une forme de magie ou de superstition. Elle repose sur des mécanismes psychologiques simples mais puissants. Les pensées influencent les émotions influencent les comportements, et les comportements produisent des résultats concrets dans la réalité. Ainsi, une transformation mentale peut progressivement conduire à une transformation des conditions de vie. La discipline mentale joue un rôle essentiel dans ce processus. L'esprit humain a tendance à suivre les habitudes qu'il a développées pendant des années. Si ces habitudes consistent à anticiper l'échec ou à douter constamment de ses capacités, elles ne disparaîtront pas instantanément. La discipline mentale consiste à observer ses pensées et à choisir consciemment de les remplacer par des perspectives plus constructives. Ce travail demande de la patience et de la persévérance. Les premières tentatives peuvent sembler artificielles ou difficiles. Cependant, chaque effort pour orienter la pensée vers des idées de possibilités renforce progressivement de nouvelles habitudes mentales. L'esprit commence alors à fonctionner différemment, comme s'il développait une nouvelle structure intérieure. Une personne qui pratique cette discipline apprend à surveiller la direction de ses pensées avec attention. Elle remarque les moments où son esprit glisse vers le découragement ou la peur. Au lieu de laisser ses pensées dominer, elle les examine et choisit consciemment une orientation différente. Ce simple acte de conscience constitue déjà un pas important vers la liberté mentale. La pensée créatrice influence également la manière dont les individus interprètent leur passé. Beaucoup de personnes restent prisonnières d'expériences anciennes qui ont laissé des impressions douloureuses. Elles se définissent à travers leurs échecs, leurs erreurs ou les injustices qu'elles ont subies. Cette attitude transforme le passé en une chaîne qui limite l'avenir. Lorsque l'esprit adopte une approche créatrice, il commence à considérer le passé comme une source d'apprentissage plutôt que comme une condamnation permanente. Les expériences difficiles deviennent des leçons qui enrichissent la compréhension de la vie. Cette transformation de perspective libère une grande quantité d'énergie mentale qui peut être utilisée pour construire un avenir différent. Les opportunités jouent un rôle important dans la transformation de la vie, mais elles ne sont pas toujours évidentes. Elles apparaissent souvent sous la forme de situations ordinaires que l'esprit inattentif ignore. Une pensée créatrice développe une sensibilité particulière à ces occasions. Elle encourage l'individu à observer son environnement avec curiosité et ouverture. La discipline mentale encourage également la persévérance. Beaucoup de projets échouent, non pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce qu'ils sont abandonnés trop tôt. Les premières difficultés peuvent décourager ceux qui attendent des résultats rapides. Cependant, une pensée orientée vers la création comprend que les réalisations durables exigent du temps et de l'effort. La patience devient alors une qualité essentielle. Elle permet de continuer à agir même lorsque les progrès semblent lents. Chaque petite amélioration devient une preuve que le mouvement est en cours. Cette accumulation de progrès modestes peut finalement produire des transformations importantes. L'imagination joue également un rôle dans la pensée créatrice. L'esprit humain possède la capacité remarquable de visualiser des situations qui n'existent pas encore. Cette faculté permet d'explorer mentalement des possibilités avant qu'elles ne deviennent réalité. Lorsqu'elle est utilisée avec discipline, l'imagination peut guider les actions vers des objectifs plus élevés. Cependant, l'imagination doit être accompagnée d'action. Une pensée créatrice ne se limite pas à rêver de meilleures conditions. Elle inspire des décisions concrètes qui rapprochent progressivement l'individu de ses objectifs.
L'idée devient alors le point de départ d'un processus pratique qui transforme la vision en réalité. La pensée influence également les relations humaines. Une personne qui entretient des idées positives sur les autres développe souvent une attitude plus ouverte et plus coopérative. Cette attitude favorise des interactions constructives et peut attirer des partenaires, des mentors ou des collaborateurs qui soutiennent la croissance personnelle. À l'inverse, une pensée dominée par la méfiance ou le ressentiment peut isoler l'individu et limiter les possibilités de collaboration. Les relations deviennent tendues ou conflictuelles, ce qui réduit les occasions d'avancer ensemble vers des objectifs communs. La transformation mentale encourage aussi une relation plus équilibrée avec l'échec. Dans une perspective limitée, l'échec est interprété comme une preuve d'incapacité. Dans une perspective créatrice, il devient un élément normal du processus d'apprentissage. Chaque tentative offre des informations précieuses qui permettent d'ajuster les stratégies et d'améliorer les résultats futurs. Cette attitude réduit la peur de l'action. Lorsque l'individu comprend que chaque expérience peut contribuer à son développement, il devient plus disposé à essayer de nouvelles approches. Cette ouverture multiplie les occasions de succès. La pensée créatrice renforce également la responsabilité personnelle. Elle encourage l'individu à reconnaître qu'il possède un rôle actif dans la formation de sa vie. Au lieu d'attribuer entièrement ses difficultés aux circonstances extérieures, il examine les aspects de son comportement et de son attitude qui peuvent être améliorés. Cette prise de responsabilité n'est pas une accusation contre soi-même. Elle représente au contraire une forme de pouvoir. Lorsque quelqu'un accepte l'idée qu'il peut influencer sa vie par ses pensées et ses actions, il cesse d'être un simple spectateur des événements. Il devient un participant conscient dans le processus de création de son existence. La discipline mentale agit alors comme un outil de transformation progressive. Chaque pensée constructive renforce une orientation intérieure vers la croissance. Chaque décision inspirée par cette orientation contribue à créer des conditions plus favorables. Avec le temps, ces influences invisibles commencent à produire des résultats visibles. Les compétences se développent, les opportunités apparaissent plus clairement et les relations deviennent plus solides. La vie commence à refléter l'attitude mentale qui la guide. La pensée créatrice ne promet pas une existence sans difficultés. Les défis font partie de l'expérience humaine et continueront d'exister. Cependant, elle offre quelque chose de beaucoup plus précieux, la capacité de transformer ces défis en étapes vers une évolution personnelle. Lorsque l'esprit adopte cette orientation, la pauvreté cesse d'être une fatalité permanente. Elle devient un point de départ pour une transformation intérieure qui peut progressivement conduire à une vie plus riche, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur les plans intellectuels, moral et spirituel. Ainsi, la discipline de la pensée devient une force créatrice capable d'influencer la direction de l'existence. En apprenant à penser en termes de possibilités plutôt qu'en termes de limitations, l'individu ouvre la porte à un avenir où ses actions, ses décisions et ses opportunités reflètent la puissance de son esprit conscient. Leçon 4. La foi en sa propre capacité. La transformation de la vie commence rarement par un changement extérieur spectaculaire. Elle commence presque toujours par un changement intérieur, discret mais profond, dans la manière dont une personne se perçoit elle-même. Au cœur de ce changement se trouve une force essentielle, la foi en sa propre capacité. Cette foi n'est pas une croyance naïve ou une illusion optimiste qui ignore les difficultés. Elle est une conviction intérieure solide, construite progressivement par la compréhension, l'expérience et la détermination. Elle représente la certitude intime que l'être humain possède la capacité de transformer sa situation, d'améliorer ses conditions de vie et de créer une existence plus élevée.
Beaucoup de personnes vivent dans des circonstances difficiles, non seulement parce que les obstacles extérieurs existent, mais aussi parce qu'elles ont perdu la conviction qu'un changement est possible. Lorsque cette conviction disparaît, l'esprit commence à accepter les limitations comme si elles étaient permanentes. Les ambitions diminuent, les projets deviennent plus modestes et l'énergie nécessaire pour entreprendre de nouvelles actions s'affaiblit progressivement. La personne cesse de se considérer comme un agent capable de transformer sa vie et commence à se voir comme une victime des circonstances. La foi en sa propre capacité agit comme une force opposée à cette résignation silencieuse. Elle redonne à l'esprit la conscience de son pouvoir d'action. Elle rappelle que les conditions actuelles ne définissent pas nécessairement les conditions futures. Une personne peut être née dans un environnement difficile, avoir connu des échecs ou des périodes de manque et pourtant posséder en elle les ressources nécessaires pour évoluer vers une vie plus riche et plus stable. Cette conviction ne se développe pas en un instant. Elle se construit souvent à travers une série de petites expériences qui prouvent à l'individu qu'il peut agir avec efficacité sur son environnement. Chaque progrès, même modeste, renforce la confiance intérieure. Une compétence nouvellement acquise, un obstacle surmonté ou une décision courageuse deviennent autant de preuves que le potentiel personnel est réel. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à attendre d'avoir une confiance parfaite avant de commencer à agir. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent d'abord éliminer tous leurs doutes avant de pouvoir entreprendre un projet important. En réalité, la confiance véritable se développe souvent à travers l'action elle-même. Lorsqu'une personne agit malgré l'incertitude, elle découvre progressivement ses propres capacités. Cette découverte nourrit la conviction intérieure qui rend les actions futures plus faciles et plus efficaces. Le doute joue un rôle particulier dans ce processus. Le doute n'est pas toujours négatif. Dans certaines situations, il peut encourager la prudence et la réflexion. Cependant, lorsque le doute devient permanent et envahissant, il affaiblit la volonté et disperse l'énergie mentale. L'individu commence alors à analyser excessivement chaque décision possible, ce qui retarde ou empêche l'action. Les projets restent à l'état d'idée et la transformation espérée ne se produit jamais. La foi en sa propre capacité agit comme un antidote contre ce type de paralysie mentale. Elle ne supprime pas nécessairement toutes les incertitudes, mais elle permet de continuer à avancer malgré elles. Elle transforme l'attitude intérieure face aux difficultés. Au lieu de considérer les obstacles comme des preuves d'incapacité, l'esprit les interprète comme des défis qui peuvent être surmontés avec de la persévérance et de l'apprentissage. Cette conviction influence également la manière dont les individus utilisent leur énergie mentale. Lorsqu'une personne croit profondément en sa capacité d'évolution, elle dirige naturellement ses pensées vers des stratégies, des solutions et des opportunités. L'esprit devient un instrument de recherche constructive. À l'inverse, lorsque la confiance intérieure est faible, l'énergie mentale se concentre souvent sur les risques, les échecs possibles et les limitations. La différence entre ces deux orientations peut sembler subtile, mais elle produit des conséquences considérables au fil du temps. Une pensée orientée vers la possibilité encourage l'action continue. Chaque tentative devient une étape dans un processus d'amélioration. Même si certains efforts ne produisent pas immédiatement les résultats espérés, ils enrichissent l'expérience et renforcent les compétences. La foi en sa propre capacité joue également un rôle important dans la relation entre l'individu et le travail. Une personne qui croit en son potentiel considère souvent son activité quotidienne comme un terrain de développement. Chaque tâche devient une occasion d'exercer ses talents, d'améliorer sa maîtrise et de créer de la valeur. Cette attitude transforme même les activités ordinaires en instruments de progression personnelle. À l'inverse, celui qui doute constamment de lui-même peut percevoir le travail comme une contrainte
ou une obligation dépourvue de sens. Les efforts deviennent mécaniques et l'esprit reste fermé aux possibilités d'apprentissage ou d'innovation. Dans ce cas, l'activité quotidienne ne contribue pas à l'évolution intérieure. La conviction intérieure influence également la manière dont les individus réagissent aux critiques ou aux échecs. Lorsque la confiance personnelle est fragile, la critique peut être ressentie comme une attaque contre la valeur fondamentale de la personne. Cette perception provoque souvent de la défensive, du découragement ou même l'abandon des projets entrepris. En revanche, une foi solide en sa propre capacité permet d'interpréter les critiques de manière plus constructive. L'individu peut distinguer entre les commentaires utiles et les jugements injustifiés. Les observations pertinentes deviennent alors des occasions d'amélioration plutôt que des sources de découragement. La transformation intérieure implique également une révision de la manière dont l'individu se parle à lui-même. Le dialogue intérieur influence profondément l'état mental. Certaines personnes entretiennent des habitudes de pensée très critiques envers elles-mêmes. Elles répètent intérieurement des phrases qui soulignent leurs faiblesses, leurs erreurs ou leurs limitations. Ce type de discours intérieur renforce progressivement une image négative de soi. L'esprit finit par accepter ces jugements comme des vérités incontestables. La foi en sa propre capacité exige un changement dans cette manière de penser. Il devient nécessaire de développer un dialogue intérieur plus équilibré et plus encourageant. Cela ne signifie pas ignorer les défauts ou les erreurs. La lucidité reste essentielle. Cependant, la critique personnelle peut être formulée d'une manière qui encourage l'amélioration plutôt que le découragement. Au lieu de conclure que l'échec prouve une incapacité permanente, l'esprit peut reconnaître qu'une méthode doit être corrigée ou qu'une compétence doit être développée. La persévérance joue un rôle central dans la construction de la confiance intérieure. Les grandes transformations ne se produisent presque jamais instantanément. Elles résultent d'une accumulation d'efforts répétés qui modifient progressivement les habitudes et les compétences. La foi en sa propre capacité permet de maintenir ces efforts même lorsque les résultats tardent à apparaître. Cette persévérance devient particulièrement importante dans les moments de difficulté. Les périodes de doute ou de fatigue font partie du processus de croissance. Lorsque l'individu possède une conviction profonde en sa capacité d'évolution, il considère ces moments comme temporaires. Il sait que la progression peut être lente, mais il reste convaincu que le mouvement continue. La relation entre la foi intérieure et l'action est circulaire. La conviction encourage l'action et l'action renforce la conviction. Chaque initiative réussie confirme la capacité personnelle et nourrit la confiance pour les projets futurs. Ce cycle vertueux peut transformer progressivement la perception que l'individu a de lui-même et de ses possibilités. La foi en sa propre capacité influence également la manière dont les individus perçoivent les autres. Une personne qui se respecte profondément et qui croit en son potentiel est souvent plus disposée à reconnaître les qualités et les talents chez autrui. Cette attitude favorise des relations fondées sur la coopération et le respect mutuel. Au contraire, lorsque l'estime personnelle est fragile, l'individu peut être tenté de comparer constamment ses résultats à ceux des autres. Ces comparaisons peuvent nourrir la jalousie, la rivalité ou le sentiment d'infériorité. La conviction intérieure permet de dépasser ces réactions et de se concentrer sur sa propre progression. La transformation mentale implique également une relation différente avec le temps. Beaucoup de personnes souhaitent des résultats immédiats et perdent leur motivation lorsque les progrès sont lents. La foi en sa propre capacité encourage une perspective plus large. Elle reconnaît que les grandes réalisations exigent souvent des années d'efforts et d'apprentissage. Cette patience n'est pas une forme de passivité. Elle s'accompagne d'une activité constante orientée vers l'amélioration.
Chaque jour devient une occasion de renforcer les compétences, d'affiner la compréhension et de construire les fondations d'une vie plus stable. La confiance intérieure agit aussi comme une protection contre les influences décourageantes de l'environnement. Dans certaines situations, les individus peuvent être entourés de personnes qui doutent de leurs ambitions ou qui considèrent leurs projets comme irréalistes. Si la conviction personnelle est faible, ces opinions peuvent facilement ébranler la motivation. Lorsque la foi en sa propre capacité est forte, l'individu écoute les conseils avec discernement, mais ne laisse pas les jugements extérieurs définir ses limites. Il comprend que les opinions des autres reflètent souvent leurs propres expériences ou leurs propres peurs. La croissance personnelle implique également une dimension morale. La foi en sa capacité ne doit pas se transformer en arrogance ou en mépris des autres. Au contraire, elle s'accompagne généralement d'une conscience plus profonde des responsabilités liées au pouvoir d'action. Celui qui comprend sa capacité de transformation reconnaît aussi l'importance d'utiliser cette capacité de manière constructive. Cette attitude encourage la générosité, la coopération et la contribution au bien commun. La réussite personnelle ne devient pas seulement un objectif individuel, mais aussi un moyen d'améliorer les conditions de vie autour de soi. La foi en sa propre capacité ne garantit pas une existence sans obstacles. Cependant, elle transforme profondément la manière dont ces obstacles sont perçus et affrontés. L'individu cesse de considérer les difficultés comme des barrières définitives et commence à les voir comme des étapes dans un processus de développement. Avec le temps, cette conviction intérieure devient une force stable qui guide les décisions et soutient les efforts. Elle nourrit le courage d'entreprendre, la persévérance dans l'effort et la confiance dans la possibilité d'un avenir meilleur. Ainsi, la transformation de la vie commence par cette reconnaissance fondamentale. Chaque individu possède en lui des ressources capables de dépasser les limitations apparentes. Lorsque cette vérité est acceptée et cultivée avec discipline, elle ouvre la voie à une action constructive qui peut progressivement transformer les conditions d'existence et conduire à une vie plus riche, plus digne et plus libre. Leçon 6. La responsabilité personnelle. Dans la vie humaine, l'une des découvertes les plus puissantes qu'une personne puisse faire est la compréhension de sa propre responsabilité. Beaucoup d'individus passent des années à croire que leur existence est entièrement déterminée par les circonstances, par la chance, par l'environnement ou par les actions des autres. Ils pensent que leur situation actuelle est la conséquence directe de forces extérieures sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Cette manière de penser crée souvent une mentalité de victime. Elle enferme l'esprit dans une position d'impuissance où l'individu se perçoit comme quelqu'un qui subit la vie au lieu de la construire. La responsabilité personnelle représente une transformation profonde de cette vision. Elle consiste à reconnaître que, même si les circonstances peuvent être difficiles, même si certaines situations échappent à notre contrôle, nous possédons toujours un pouvoir fondamental, celui de choisir nos réponses, nos attitudes et nos décisions. Cette prise de conscience change radicalement la manière dont une personne se perçoit et agit dans le monde. Lorsque quelqu'un adopte la mentalité de victime, il attribue la cause de ses difficultés aux autres ou à la société. Il pense que son manque de progrès vient du manque d'opportunités, du comportement injuste de certaines personnes ou d'un environnement défavorable. Bien sûr, ces éléments peuvent exister. Les injustices et les obstacles font partie de la réalité humaine. Mais lorsque toute l'énergie mentale est consacrée à blâmer les circonstances, la personne abandonne sans le savoir son pouvoir d'action. La responsabilité personnelle ne consiste pas à nier l'existence des difficultés. Elle consiste à refuser de laisser ces difficultés définir entièrement notre avenir. Elle affirme que, même dans un contexte complexe, nos choix jouent un rôle déterminant dans la direction de notre vie.
Cette perspective redonne à l'individu une forme de pouvoir intérieur. Prendre la responsabilité de sa vie signifie accepter que nos décisions quotidiennes façonnent progressivement notre réalité. Les habitudes que nous développons, les pensées que nous entretenons et les actions que nous répétons créent des conséquences qui s'accumulent avec le temps. Une petite décision aujourd'hui peut sembler insignifiante, mais lorsqu'elle est répétée pendant des années, elle devient une force qui transforme le destin. Beaucoup de personnes attendent que les circonstances changent avant de modifier leur comportement. Elles pensent qu'elles agiront différemment lorsque leur situation sera meilleure. Mais la responsabilité personnelle propose une approche différente. Elle affirme que le changement commence à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Lorsque l'individu transforme sa manière de penser et d'agir, il commence à influencer progressivement les conditions de sa vie. Sortir de la mentalité de victime demande du courage. Cela signifie reconnaître que certaines situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui sont liées à des décisions passées. Cette reconnaissance peut être inconfortable, car elle oblige à abandonner l'habitude de blâmer les autres. Mais elle est également libératrice, car elle ouvre la possibilité de créer un avenir différent. Lorsque quelqu'un accepte sa responsabilité personnelle, il cesse de se concentrer uniquement sur ce qui ne dépend pas de lui. Il dirige son attention vers ce qu'il peut réellement contrôler, ses efforts, sa discipline, son attitude et sa capacité à apprendre. Cette concentration sur l'action transforme l'énergie mentale. Au lieu d'être gaspillée dans la plainte ou la frustration, elle est investie dans la construction de solutions. La responsabilité personnelle développe également une grande clarté intérieure. Une personne qui comprend son pouvoir de choix commence à analyser ses décisions avec plus de lucidité. Elle se demande pourquoi elle agit d'une certaine manière, quelles habitudes influencent son comportement et quelles actions pourraient produire de meilleurs résultats. Ce processus d'observation intérieure devient une source d'apprentissage constant. Chaque erreur n'est plus seulement un échec, elle devient une information précieuse. Elle révèle un comportement à améliorer, une compétence à développer ou une décision à reconsidérer. Une autre dimension importante de la responsabilité personnelle est la capacité de se fixer des objectifs. Lorsque l'individu comprend qu'il peut influencer sa vie par ses choix, il commence naturellement à réfléchir à la direction qu'il souhaite donner à son existence. Il ne se contente plus de suivre les circonstances. Il cherche à créer un chemin qui correspond à ses aspirations. Cette orientation donne un sens nouveau aux actions quotidiennes. Les efforts ne sont plus seulement des obligations imposées par la nécessité. Ils deviennent des étapes vers un objectif choisi consciemment. Cette transformation augmente considérablement la motivation et la persévérance. La responsabilité personnelle renforce également la discipline. Lorsque quelqu'un comprend que ses résultats dépendent en grande partie de ses actions, il devient plus attentif à la manière dont il utilise son temps et son énergie. Il commence à éliminer certaines habitudes improductives et à développer des comportements plus constructifs. Par exemple, une personne qui souhaite améliorer sa situation professionnelle peut décider d'apprendre de nouvelles compétences, de lire davantage ou de développer un réseau de relations utiles. Ces décisions semblent simples, mais lorsqu'elles sont appliquées régulièrement, elles créent des changements significatifs. La responsabilité personnelle transforme aussi la manière dont on perçoit les obstacles. Dans une mentalité de victime, les difficultés sont souvent interprétées comme des preuves que le progrès est impossible. Elles deviennent des justifications pour abandonner. Mais dans une mentalité de responsabilité, les obstacles sont vus comme des défis à comprendre et à surmonter. Cette différence d'interprétation modifie profondément le comportement. Au lieu de reculer devant les difficultés, la personne cherche des stratégies pour les dépasser.
Elle analyse la situation, demande des conseils, expérimente de nouvelles approches. Cette attitude proactive augmente considérablement les chances de réussite. La responsabilité personnelle favorise également la maturité émotionnelle. Lorsque l'on accepte que nos réactions influencent les résultats que nous obtenons, on devient plus attentif à la gestion de ses émotions. La colère, la frustration ou la peur peuvent encore apparaître, mais elles ne dirigent plus entièrement nos décisions. Avec le temps, cette maîtrise émotionnelle renforce la stabilité intérieure. L'individu apprend à rester calme face aux défis et à réfléchir avant d'agir. Cette capacité de recul améliore la qualité des décisions et réduit les erreurs impulsives. Un autre effet puissant de la responsabilité personnelle est l'augmentation de la confiance en soi. Lorsque quelqu'un voit que ses actions produisent des résultats concrets, même modestes, il développe un sentiment de capacité personnelle. Il réalise qu'il peut influencer sa réalité par ses efforts. Cette confiance n'est pas une illusion ou une simple affirmation positive. Elle repose sur l'expérience réelle de l'action et du progrès. Chaque objectif atteint, chaque difficulté surmontée renforce la conviction que l'on possède les ressources nécessaires pour avancer. La responsabilité personnelle transforme également les relations avec les autres. Une personne qui adopte cette mentalité cesse de chercher constamment des coupables. Elle devient plus ouverte au dialogue et à la coopération. Elle reconnaît ses propres erreurs et cherche à les corriger. Cette attitude crée un climat de respect et de confiance. Les autres perçoivent cette maturité et sont souvent plus enclins à collaborer avec quelqu'un qui assume ses responsabilités. Il est important de comprendre que la responsabilité personnelle ne signifie pas porter seul tout le poids du monde. Elle ne consiste pas à ignorer l'importance de la communauté, de l'entraide ou des circonstances sociales. Elle signifie simplement que, même dans un système complexe, chacun possède un espace de liberté intérieure où il peut choisir ses actions. Cet espace de liberté est parfois petit au départ, mais il peut s'agrandir avec le temps. Chaque décision responsable renforce la capacité d'influencer sa vie. Chaque effort conscient élargit les possibilités. La responsabilité personnelle demande aussi de la patience. Les transformations importantes ne se produisent pas immédiatement. Elles résultent souvent d'une accumulation d'actions quotidiennes qui semblent modestes au début. Mais ces actions créent progressivement une dynamique de progrès. Une personne qui lit un peu chaque jour développe avec le temps une grande connaissance. Quelqu'un qui pratique régulièrement une compétence finit par atteindre un niveau de maîtrise élevé. De la même manière, celui qui applique constamment la responsabilité personnelle construit progressivement une vie plus alignée avec ses objectifs. Cette approche transforme également la manière dont on perçoit l'avenir. Au lieu de le considérer comme une réalité incertaine et menaçante, on commence à le voir comme un espace de possibilités. Les choix présents deviennent les instruments par lesquels l'avenir peut être façonné. Cette vision donne naissance à un sentiment d'espoir réaliste. Ce n'est pas un optimisme naïf qui ignore les difficultés. C'est la conviction que, malgré les défis, l'action consciente peut produire des changements significatifs. La responsabilité personnelle développe aussi une forme de dignité intérieure. Une personne qui assume ses choix se respecte davantage. Elle sait qu'elle fait de son mieux pour construire sa vie avec intégrité et détermination. Cette dignité ne dépend pas du statut social ou de la richesse matérielle. Elle provient du sentiment d'être acteur de son existence. Elle se manifeste dans la manière dont une personne parle, agit et prend des décisions. Avec le temps, cette attitude influence même la perception que les autres ont de nous. Les individus responsables sont souvent considérés comme fiables et dignes de confiance. On leur confie plus facilement des responsabilités et des opportunités. Ainsi, la responsabilité personnelle agit comme une force silencieuse qui transforme progressivement tous les aspects de la vie.
Elle modifie la manière de penser, d'agir, de travailler et de se relier aux autres. La transformation commence toujours par une décision intérieure, celle de cesser de se considérer uniquement comme une victime des circonstances et d'accepter le pouvoir que possèdent nos choix. À partir de ce moment, chaque journée devient une occasion d'exercer ce pouvoir. Chaque décision, même petite, participe à la construction de l'avenir. Comprendre la responsabilité personnelle signifie finalement reconnaître que la vie n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive. Elle est aussi quelque chose que nous créons par nos actions, nos attitudes et nos décisions. Et lorsque cette vérité est pleinement intégrée, l'individu découvre une force nouvelle. Il comprend que, même dans un monde rempli d'incertitudes, il possède toujours la capacité de choisir son chemin et de transformer progressivement sa réalité. Leçon 7. L'abondance comme loi naturelle. Dans la compréhension profonde de la vie et de ses dynamiques, une vérité fondamentale se révèle à ceux qui observent attentivement la nature, l'univers et le comportement humain. L'abondance est une loi, tout comme la gravité ou le mouvement des planètes. Elle n'est pas un concept philosophique abstrait, ni une idée réservée aux mystiques, mais une réalité tangible qui gouverne chaque aspect de l'existence. L'abondance n'est pas le résultat d'efforts aléatoires ou de la chance. Elle est la conséquence directe de la compréhension et de l'alignement avec cette loi universelle. Ceux qui vivent dans la peur du manque restent prisonniers de limitations imaginaires. Ils refusent de reconnaître que l'univers fonctionne sur le principe de l'expansion et qu'il y a toujours plus pour tous ceux qui savent observer, comprendre et agir. La première étape pour saisir la loi de l'abondance consiste à comprendre que tout ce que nous percevons comme rareté est souvent une illusion créée par notre propre esprit. Lorsque nous croyons que les ressources sont limitées, que les opportunités sont rares ou que le succès des autres diminue nos chances, nous créons inconsciemment des blocages internes. Ces blocages génèrent de la peur, de l'envie, de l'insécurité et, en conséquence, nous produisons des actions qui renforcent cette pénurie perçue. À l'inverse, reconnaître que l'univers est naturellement expansif permet de transformer notre état intérieur. L'abondance devient d'abord une perception, un état mental qui influence chaque décision, chaque pensée et chaque action. Une personne qui comprend cette loi sait que son potentiel, sa créativité, son énergie et ses ressources peuvent toujours croître. Elle cesse de voir les autres comme des concurrents et commence à les considérer comme des partenaires dans un flux d'opportunités illimité. Cette compréhension modifie profondément la manière dont elle aborde les défis financiers, professionnels ou personnels. Chaque obstacle n'est plus un signe de manque, mais une invitation à appliquer la loi de l'abondance de manière créative et stratégique. Le respect de cette loi exige également une discipline intérieure. Il ne suffit pas de penser positivement ou de désirer plus. Il faut aligner ses actions sur l'idée que l'univers offre constamment des possibilités. Chaque effort conscient, chaque contribution de valeur et chaque acte de générosité devient un moyen d'entrer dans le courant naturel de l'expansion. Une personne qui agit selon cette perspective attire des circonstances qui reflètent sa mentalité abondante, car ses choix sont cohérents avec la loi naturelle. La peur du manque est l'un des principaux obstacles à l'abondance. Cette peur se manifeste sous de nombreuses formes: hésitation, procrastination, jalousie, accumulation inutile ou attachement excessif aux possessions. En acceptant l'idée que la richesse et les ressources de l'univers sont illimitées, cette peur perd de son pouvoir. L'individu apprend à agir avec confiance, à investir sans crainte et à prendre des risques calculés, sachant que la perte perçue n'est qu'une étape temporaire dans le flux naturel de l'abondance. Un autre aspect essentiel de cette leçon est de comprendre que l'abondance n'est pas seulement matérielle. La richesse véritable inclut la santé, l'énergie, les relations,
la connaissance et la créativité. Une personne qui cultive une mentalité abondante attire non seulement des biens matériels, mais aussi un état de satisfaction et d'épanouissement qui dépasse les possessions tangibles. Elle devient capable de percevoir des opportunités là où d'autres ne voient que des limites. Vivre selon la loi naturelle de l'abondance transforme également la manière dont l'individu interagit avec le monde. Il cesse de voir la vie comme une compétition permanente et commence à pratiquer la coopération consciente. L'expansion de soi-même n'est plus liée à la diminution de l'autre. Au contraire, chaque succès personnel contribue à un environnement plus riche et plus propice pour tous. Cette perspective réduit l'envie, la jalousie et la comparaison inutile, tout en augmentant la créativité, la générosité et l'efficacité. La loi de l'abondance repose sur la conscience que tout dans l'univers est interconnecté et que l'énergie suit la pensée. Ainsi, les idées, les intentions et les émotions deviennent des instruments de création. Une pensée claire, soutenue par une foi profonde en l'expansion naturelle, attire des opportunités et des ressources qui semblent parfois inattendues, mais qui sont parfaitement alignées avec la réalité que l'individu a commencé à construire. Enfin, comprendre l'abondance comme loi naturelle incite à agir avec constance et responsabilité. L'individu cesse de se contenter de réactions passives face aux circonstances. Chaque décision devient une manifestation de sa compréhension profonde, chaque action un moyen de transformer la perception de limitation en réalisation concrète. La prospérité devient ainsi le résultat naturel d'un esprit discipliné, confiant et en harmonie avec les principes universels. En résumé, la responsabilité personnelle, la discipline mentale et la vision expansive permettent d'entrer dans le flux de l'abondance. Reconnaître que l'univers fonctionne selon la loi de l'expansion, appliquer cette vérité à chaque pensée, chaque action et chaque choix, et éliminer la peur du manque constitue le chemin pour transformer la pauvreté perçue en richesse réelle. L'abondance devient alors un état naturel, un droit fondamental et une expression de la loi universelle que chacun peut incarner. Leçon 8. La persévérance face aux obstacles. La persévérance est l'une des forces les plus sous-estimées dans la conquête de la pauvreté. Alors que beaucoup espèrent que la transformation se produira rapidement, la vérité est que toute évolution significative nécessite un engagement durable et une constance dans l'effort. Ceux qui abandonnent à la première difficulté restent prisonniers de leurs limitations, car la pauvreté, qu'elle soit matérielle ou psychologique, résiste à ceux qui manquent de ténacité. La persévérance est la discipline silencieuse qui forge le caractère, transforme les habitudes et ancre la confiance en soi, permettant à l'individu de naviguer avec assurance à travers les défis inévitables de la vie. Comprendre la persévérance implique de reconnaître que les obstacles ne sont pas des barrières permanentes, mais des étapes dans le processus de croissance. Chaque difficulté rencontre offre une opportunité de renforcer l'esprit et d'affiner la stratégie. Les revers, les échecs apparents et les critiques deviennent des instruments d'apprentissage, révélant les zones où l'individu doit développer sa résilience et sa créativité. La véritable persévérance ne se limite pas à répéter les mêmes actions. Elle consiste à adapter, corriger et avancer malgré les conditions défavorables, tout en conservant une vision claire de l'objectif final. La construction d'un caractère résistant à la pauvreté passe par l'habitude de faire face aux difficultés plutôt que de les fuir. Chaque action répétée avec constance renforce la conviction intérieure que l'on peut surmonter les limitations. Cette conviction agit comme un aimant, attirant des opportunités et des ressources qui correspondent à l'état mental persistant et discipliné. L'abandon, au contraire, crée un cycle où les échecs nourrissent la peur, la frustration et la dépendance extérieure, empêchant toute progression réelle.
Un autre aspect essentiel de cette leçon est la compréhension que la persévérance ne se mesure pas uniquement par la durée, mais par la qualité de l'effort. Travailler intelligemment, réfléchir sur les expériences passées et apprendre à anticiper les obstacles permet de transformer chaque défi en un tremplin vers la réussite. La persévérance n'est pas un simple endurcissement, mais une maîtrise stratégique de soi-même et de son environnement. Elle exige patience, discipline mentale et un engagement ferme envers ses principes et ses objectifs. La dimension psychologique de la persévérance est également cruciale. L'individu doit cultiver un état intérieur de calme et de détermination qui ne vacille pas face aux critiques, aux échecs temporaires ou aux tentations de l'inaction. Cette constance intérieure agit comme un phare, guidant l'action même dans les circonstances les plus incertaines. La maîtrise de ses émotions, la concentration sur le long terme et l'élimination de la réaction impulsive permettent de maintenir un effort soutenu et cohérent. La persévérance se manifeste aussi dans la capacité à maintenir une vision expansive malgré les contraintes immédiates. Ceux qui se fixent sur le court terme ou sur les résultats instantanés échouent souvent, car la pauvreté, qu'elle soit mentale ou matérielle, exige un travail prolongé pour être surmontée. En cultivant une mentalité tournée vers la croissance continue, l'individu transforme les obstacles en opportunités et développe la patience nécessaire pour récolter les fruits de ses efforts. Les obstacles peuvent prendre différentes formes: échecs financiers, critiques sociales, conditions de travail difficiles ou limitations personnelles. Cependant, chacun de ces défis, lorsqu'il est affronté avec persévérance, devient un catalyseur pour l'évolution. La persévérance transforme la peur du manque en une énergie créative, la frustration en motivation et les revers en apprentissage stratégique. Ainsi, la capacité à persévérer devient une arme de transformation intérieure, permettant à l'individu de progresser même lorsque les circonstances extérieures semblent défavorables. Enfin, la persévérance crée un momentum invisible mais puissant. Chaque effort soutenu s'accumule, non seulement dans les résultats tangibles, mais aussi dans la force psychologique, la confiance et la discipline. Ceux qui persévèrent développent un champ d'influence qui attire naturellement les ressources, les mentors et les opportunités alignées avec leur objectif. La pauvreté recule devant cette constance et cette force intérieure, car la loi de la persévérance récompense ceux qui refusent d'abandonner et continuent à avancer avec courage, stratégie et foi en leur capacité de transformer leur réalité. Ainsi, la persévérance face aux obstacles n'est pas simplement un trait de caractère, mais la clé stratégique pour transformer la pauvreté en abondance. Elle forge le caractère, canalise l'énergie mentale et morale et établit les fondations solides sur lesquelles toute transformation durable peut se construire. Chaque difficulté devient une occasion de démontrer la résilience, de consolider la vision et de progresser vers une liberté matérielle et spirituelle véritable. Leçon 8. La persévérance face aux obstacles. La persévérance est l'une des forces les plus sous-estimées dans la conquête de la pauvreté. Alors que beaucoup espèrent que la transformation se produira rapidement, la vérité est que toute évolution significative nécessite un engagement durable et une constance dans l'effort. Ceux qui abandonnent à la première difficulté restent prisonniers de leurs limitations, car la pauvreté, qu'elle soit matérielle ou psychologique, résiste à ceux qui manquent de ténacité. La persévérance est la discipline silencieuse qui forge le caractère, transforme les habitudes et ancre la confiance en soi, permettant à l'individu de naviguer avec assurance à travers les défis inévitables de la vie. Comprendre la persévérance implique de reconnaître que les obstacles ne sont pas des barrières permanentes, mais des étapes dans le processus de croissance. Chaque difficulté rencontre offre une opportunité de renforcer l'esprit et d'affiner la stratégie. Les revers, les échecs apparents et les critiques
deviennent des instruments d'apprentissage, révélant les zones où l'individu doit développer sa résilience et sa créativité. La véritable persévérance ne se limite pas à répéter les mêmes actions. Elle consiste à adapter, corriger et avancer malgré les conditions défavorables, tout en conservant une vision claire de l'objectif final. La construction d'un caractère résistant à la pauvreté passe par l'habitude de faire face aux difficultés plutôt que de les fuir. Chaque action répétée avec constance renforce la conviction intérieure que l'on peut surmonter les limitations. Cette conviction agit comme un aimant, attirant des opportunités et des ressources qui correspondent à l'état mental persistant et discipliné. L'abandon, au contraire, crée un cycle où les échecs nourrissent la peur, la frustration et la dépendance extérieure, empêchant toute progression réelle. Un autre aspect essentiel de cette leçon est la compréhension que la persévérance ne se mesure pas uniquement par la durée, mais par la qualité de l'effort. Travailler intelligemment, réfléchir sur les expériences passées et apprendre à anticiper les obstacles permet de transformer chaque défi en un tremplin vers la réussite. La persévérance n'est pas un simple endurcissement, mais une maîtrise stratégique de soi-même et de son environnement. Elle exige patience, discipline mentale et un engagement ferme envers ses principes et ses objectifs. La dimension psychologique de la persévérance est également cruciale. L'individu doit cultiver un état intérieur de calme et de détermination qui ne vacille pas face aux critiques, aux échecs temporaires ou aux tentations de l'inaction. Cette constance intérieure agit comme un phare, guidant l'action même dans les circonstances les plus incertaines. La maîtrise de ses émotions, la concentration sur le long terme et l'élimination de la réaction impulsive permettent de maintenir un effort soutenu et cohérent. La persévérance se manifeste aussi dans la capacité à maintenir une vision expansive malgré les contraintes immédiates. Ceux qui se fixent sur le court terme ou sur les résultats instantanés échouent souvent, car la pauvreté, qu'elle soit mentale ou matérielle, exige un travail prolongé pour être surmontée. En cultivant une mentalité tournée vers la croissance continue, l'individu transforme les obstacles en opportunités et développe la patience nécessaire pour récolter les fruits de ses efforts. Les obstacles peuvent prendre différentes formes: échecs financiers, critiques sociales, conditions de travail difficiles ou limitations personnelles. Cependant, chacun de ces défis, lorsqu'il est affronté avec persévérance, devient un catalyseur pour l'évolution. La persévérance transforme la peur du manque en une énergie créative, la frustration en motivation et les revers en apprentissage stratégique. Ainsi, la capacité à persévérer devient une arme de transformation intérieure, permettant à l'individu de progresser même lorsque les circonstances extérieures semblent défavorables. Enfin, la persévérance crée un momentum invisible mais puissant. Chaque effort soutenu s'accumule, non seulement dans les résultats tangibles, mais aussi dans la force psychologique, la confiance et la discipline. Ceux qui persévèrent développent un champ d'influence qui attire naturellement les ressources, les mentors et les opportunités alignées avec leur objectif. La pauvreté recule devant cette constance et cette force intérieure, car la loi de la persévérance récompense ceux qui refusent d'abandonner et continuent à avancer avec courage, stratégie et foi en leur capacité de transformer leur réalité. Ainsi, la persévérance face aux obstacles n'est pas simplement un trait de caractère, mais la clé stratégique pour transformer la pauvreté en abondance. Elle forge le caractère, canalise l'énergie mentale et morale et établit les fondations solides sur lesquelles toute transformation durable peut se construire. Chaque difficulté devient une occasion de démontrer la résilience, de consolider la vision et de progresser vers une liberté matérielle et spirituelle véritable. Leçon 9. La prospérité comme état d'esprit. La prospérité n'est pas uniquement une question de richesse matérielle ni un ensemble de possessions visibles.
Elle commence dans l'esprit, dans la manière dont une personne pense, parle et agit face à la vie et aux opportunités qui se présentent. La prospérité est un état intérieur qui se manifeste extérieurement, une force invisible qui façonne les décisions, attire les ressources et crée un flux naturel d'abondance. Cultiver cet état d'esprit est la clé pour transformer une existence marquée par le manque en une vie riche, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan mental, émotionnel et spirituel. Celui qui adopte une mentalité de prospérité se distingue immédiatement par son comportement, sa posture mentale et la manière dont il interagit avec le monde. Les actions ne sont plus réactives, mais intentionnelles, alignées avec une vision claire de ce qui est possible. Cette vision engendre une discipline mentale qui guide chaque choix, chaque parole et chaque effort, transformant de simples gestes quotidiens en leviers puissants de croissance et d'élévation. L'individu commence à voir les occasions là où les autres perçoivent des obstacles et à générer des solutions là où beaucoup abandonnent. Un aspect central de cette leçon est la cohérence entre la pensée, la parole et l'action. La prospérité véritable exige que l'on agisse comme si l'abondance était déjà présente. Les mots prononcés, les décisions prises et les gestes exécutés doivent refléter la confiance en cette possibilité. En agissant ainsi, l'esprit crée un écho dans la réalité extérieure. Les opportunités commencent à se présenter, les relations s'alignent et les ressources convergent naturellement vers celui qui cultive une mentalité de prospérité. La prospérité implique également la perception de la valeur dans chaque interaction et chaque situation. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque, l'individu prospère identifie ce qui peut être créé, amélioré ou offert. Cette approche proactive génère une énergie positive qui attire d'autres personnes, idées et ressources, formant un cercle vertueux d'abondance. En cultivant cette perception, la pauvreté mentale et émotionnelle recule, car l'individu cesse de se considérer comme limité et commence à se percevoir comme capable de générer des résultats supérieurs dans tous les domaines de la vie. Adopter un état d'esprit de prospérité ne signifie pas ignorer les difficultés ou la réalité des limitations matérielles actuelles. Il s'agit plutôt de les envisager comme des conditions temporaires qui peuvent être transformées par une discipline intérieure et une orientation mentale constante vers la croissance et la création. Chaque échec devient une leçon, chaque revers un outil pour affiner les stratégies et chaque succès, même modeste, un renforcement de la confiance en sa capacité à prospérer. La langue elle-même devient un instrument de prospérité. Ceux qui adoptent cette mentalité choisissent des mots qui renforcent la possibilité, l'optimisme et la confiance en la création de valeur. Les phrases de doute et de limitation disparaissent, remplacées par des affirmations de capacité, de potentiel et de réussite. Cette vigilance sur le langage intérieur et extérieur est essentielle, car les mots façonnent la perception et influencent directement la réalité que l'on attire et construit. La prospérité comme état d'esprit inclut également l'abondance émotionnelle et sociale. La personne prospère agit avec générosité et gratitude, reconnaissant la valeur de chaque ressource et de chaque relation. Ce comportement non seulement attire davantage de ressources, mais stabilise également l'esprit et renforce la confiance intérieure. Ainsi, prospérer devient un mode de vie, une structure mentale et morale qui aligne toutes les dimensions de l'existence vers l'expansion, la sécurité et la croissance continue. La pratique quotidienne de cet état d'esprit exige la discipline, la réflexion et la cohérence. Les routines, habitudes et décisions sont examinées à la lumière de l'objectif de prospérité. Tout geste, même apparemment insignifiant, est considéré comme un acte contribuant à l'état d'abondance. L'individu cesse de se contenter du minimum et choisit consciemment des actions qui élèvent son niveau de vie et celui des autres autour de lui.
Ainsi, la prospérité devient un champ de création où la pensée dirige la matière, où l'intention modèle l'action et où l'individu se transforme en centre d'abondance. La pauvreté recule progressivement face à cette mentalité, car elle n'a aucun pouvoir sur celui qui a compris que la richesse véritable commence par la conscience, la pensée et le caractère. La prospérité comme état d'esprit n'est pas un concept abstrait, c'est une loi active, une dynamique intérieure qui, lorsqu'elle est cultivée avec constance et discipline, transforme profondément la vie, les opportunités et le destin de celui qui la pratique avec sincérité et détermination. Le succès matériel et la sécurité financière deviennent alors des effets naturels de cet état intérieur. Plus la mentalité prospère est ancrée, plus les actions, décisions et choix quotidiens produisent des résultats cohérents avec l'abondance souhaitée. La prospérité cesse d'être un rêve et devient une expérience vécue, fruit d'une transformation consciente et durable de la pensée et de la perception de soi. Leçon 10. La liberté intérieure. La liberté intérieure représente le sommet de la transformation personnelle et la clé ultime pour conquérir la pauvreté sous toutes ses formes. Elle ne se limite pas à l'acquisition de richesses matérielles ni à la simple absence de contraintes extérieures, mais réside dans l'état d'esprit d'un individu qui a compris que sa réalité extérieure découle directement de sa conscience, de ses choix et de sa discipline mentale. La liberté intérieure est l'état dans lequel l'esprit cesse de se soumettre aux peurs, aux doutes, aux influences négatives ou aux croyances limitantes. Elle est la preuve tangible que l'individu a dépassé les chaînes invisibles de la pauvreté psychologique, émotionnelle et spirituelle, et qu'il est désormais maître de son destin. Comprendre la liberté intérieure commence par reconnaître que la pauvreté n'est jamais imposée de l'extérieur. Chaque limitation perçue, chaque peur du manque et chaque sentiment d'impuissance sont le résultat de la manière dont l'esprit interprète les événements et les conditions de vie. Tant que la conscience est dominée par la peur ou le sentiment de manque, l'individu reste prisonnier d'un cycle de carences répétitives où chaque pensée, parole et action nourrit davantage la limitation. La conquête de la liberté intérieure exige donc un travail patient et soutenu sur la pensée, l'intention et la perception de soi. La première étape vers cette liberté consiste à observer et comprendre ses propres mécanismes mentaux. Cela implique de prendre conscience des habitudes de pensée qui génèrent le doute, la peur ou la procrastination. Chaque réaction automatique à un obstacle ou à une critique est analysée pour identifier les croyances limitantes sous-jacentes. L'individu apprend ainsi à ne plus réagir de manière impulsive, mais à créer une distance consciente entre l'événement extérieur et sa réponse intérieure. Cette discipline de l'esprit crée un espace où la liberté peut émerger, car l'esprit n'est plus prisonnier de l'agitation ou de l'anxiété générée par l'environnement ou par les autres. Une autre dimension essentielle de la liberté intérieure est la capacité à cultiver la confiance en ses propres ressources. Cela ne signifie pas une confiance aveugle, mais une certitude profonde que l'on peut créer, résoudre et attirer ce qui est nécessaire pour vivre abondamment. L'individu comprend que l'énergie dépensée à s'inquiéter de la rareté ou à envier ce que possèdent les autres est une énergie gaspillée. Chaque pensée dirigée vers la peur ou le manque diminue la capacité de création, alors que chaque pensée ancrée dans la confiance, la gratitude et la vision de la prospérité augmente cette puissance intérieure. La discipline du mental, de l'émotion et de l'intention permet à l'individu de maintenir un état stable, même face aux défis extérieurs. Les revers, les échecs et les obstacles ne sont plus perçus comme des menaces, mais comme des occasions de renforcer le caractère et de pratiquer la maîtrise de soi. La liberté intérieure transforme chaque difficulté en tremplin, chaque critique en leçon et chaque limitation perçue en opportunité d'expansion.
C'est cette capacité à rester souverain dans son monde intérieur qui distingue ceux qui transcendent la pauvreté de ceux qui y restent prisonniers. Au fur et à mesure que l'individu cultive cette liberté intérieure, ses actions deviennent alignées avec sa conscience créatrice. Les choix ne sont plus dictés par la peur ou le besoin, mais par la vision claire de ce qui peut être accompli et par la certitude que toute action dirigée vers la création génère des résultats positifs. La richesse matérielle et la sécurité financière ne sont plus des objectifs à poursuivre désespérément. Elles deviennent des conséquences naturelles de la structure mentale, de l'intention et du travail constant sur soi. La liberté intérieure implique également la capacité de rester détaché des opinions et des jugements des autres. L'individu ne dépend plus de la validation extérieure pour se sentir complet ou capable. Chaque pensée de limitation externe perd son pouvoir, car l'esprit libre agit en accord avec sa propre vérité et ses principes de création. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais une force tranquille qui protège l'énergie personnelle et permet de concentrer toute son attention sur la croissance et la création d'abondance. Enfin, la liberté intérieure transforme non seulement la relation de l'individu à la richesse, mais aussi sa manière d'interagir avec le monde. Elle permet de devenir un catalyseur de prospérité et d'influence positive autour de soi, car l'état intérieur d'un individu se reflète toujours dans ses actions et ses relations. La paix, la clarté et la confiance engendrées par cette liberté deviennent des sources d'attraction pour les opportunités, les alliances et les ressources nécessaires pour bâtir une vie prospère et équilibrée. Ainsi, la conquête de la pauvreté culmine dans la liberté intérieure, un état où l'esprit est souverain, la pensée est disciplinée et l'action est dirigée par la vision et la création. La richesse matérielle, le confort et l'abondance deviennent les fruits naturels de cet état, mais la véritable victoire réside dans la maîtrise de soi, la stabilité émotionnelle et la conscience éveillée. La liberté intérieure est la fondation de toute transformation durable et l'ultime expression du pouvoir personnel sur la vie et la réalité. La conquête véritable de la pauvreté dépasse largement la simple accumulation de richesses matérielles. Elle commence par une compréhension fondamentale. La pauvreté n'est pas une fatalité imposée par le monde extérieur, mais une limitation de la conscience, un état mental, émotionnel et spirituel qui enferme l'individu dans le manque. Tant que la pensée reste dominée par la peur, le doute ou l'acceptation passive de la rareté, toute action extérieure, même la plus énergique, ne pourra créer de résultats durables. La pauvreté extérieure est toujours le reflet fidèle d'un état intérieur. Transformer sa vie commence donc par une révolution intérieure. Cette transformation implique de cultiver la dignité personnelle, de reconnaître sa valeur intrinsèque et de rejeter les croyances limitantes qui conditionnent la perception de soi et du monde. Chaque pensée dirigée vers l'impuissance, la peur ou la comparaison alimente le cycle du manque. À l'inverse, chaque effort conscient pour aligner ses pensées sur la possibilité, l'abondance et le mérite personnel devient un catalyseur de prospérité. La discipline mentale et émotionnelle devient alors un outil puissant. Elle permet de gérer ses réactions, de maintenir le calme face aux défis et de concentrer l'énergie sur la création plutôt que sur la plainte ou l'envie. La véritable conquête de la pauvreté exige également de comprendre le rôle actif de l'action. Penser correctement n'est pas suffisant. Il faut transformer cette pensée en acte réfléchi et intentionnel. Chaque geste, chaque décision et chaque effort consistent à traduire l'état intérieur de conscience et de liberté en réalité tangible. L'action disciplinée, guidée par la vision et soutenue par la foi en ses capacités, est la manifestation pratique de la transformation intérieure. La persévérance et la constance deviennent des alliés incontournables, car la richesse durable se construit graduellement à mesure que l'individu consolide sa maîtrise de soi
et son alignement avec les principes de prospérité. Enfin, la conquête véritable de la pauvreté est avant tout une conquête de soi-même. L'individu qui maîtrise sa pensée, son émotion et son intention ne dépend plus des circonstances extérieures pour se sentir puissant ou complet. Il devient le créateur de sa propre réalité, capable de transformer les défis en opportunités et de générer des conditions favorables à l'abondance matérielle et spirituelle. Ce cheminement montre que la prospérité authentique ne consiste pas seulement à posséder, mais à être maître de son esprit, être discipliné dans ses actions et être conscient de la force créatrice qui réside en chacun. Ainsi, la véritable victoire sur la pauvreté commence par l'éveil intérieur, par la compréhension et la pratique des lois mentales et morales qui gouvernent la vie. Transformer son esprit, nourrir sa dignité, agir avec constance et persévérance, c'est établir les fondations d'une vie libre, abondante et épanouissante. La conquête de soi devient alors le point de départ inévitable de toute conquête durable, faisant de chaque individu l'architecte de son propre destin et de sa prospérité.